Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. On va pas perdre le temps dans des discussions inutiles. Regardez cette petite vidéo. Bon, ça s'est passé au Mali dans une salle où des soi-disant la coalition des opposants, la coalition des intellectuels, la coalition de je ne sais quoi se réunissent pour lancer une manifestation, je crois le 20 février, contre le gouvernement malien, hein, pour la constitution, pour la démocratie, un certain caoutchouc, je ne sais pas quoi, mais un grand n'importe quoi. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le Mali, un pays en guerre, menacé par toute l'Union occidentale et par ses patrons. Je dis bien menacé par toute l'Union occidentale et par ses patrons anglo-saxons, je veux dire les États-Unis d'Amérique, le bras armé du pouvoir séculaire, criminel, terroriste anglo-saxon, c'est-à-dire de l'Angleterre. Les gens sont chez nous en train de chercher à balkaniser notre terre, à armer des fous, des mercenaires, des criminels, des assassins pour tuer notre peuple. Et il y a un groupe de vendus qui se présentent, qui font des conférences pour nous parler de le 20 février, il y aura... Mais j'ai dit à la jeunesse malienne, bravo, moi voilà tout ce que je vous demande. Et quand c'est comme ça, là, en dehors de la correction que vous leur avez donnée, avant de les corriger, là, il faut que les gens préparent au Mali. Quand vous entendez ces minables là disent qu'ils vont lancer un truc, une réunion, il faut que des gens préparés se présentent là-bas pour contrebattre tout ce qu'ils pourront dire. C'est tellement, ils sont tellement faciles. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de parler. Prenez les paroles, c'est-à-dire les déclarations des journalistes, de certains politiques, des intellectuels européens, et mettez-leur en face. Ils ne pourront même plus répondre. Bravo, bravo à la jeunesse malienne. Voilà, en jeunesse, il faut. Quand Jim nous tout la conférence là, Mali jeunesse, il belle la jeune couture. Ou bête da singa tchao, bouchili da ou kanga tche. Gaje, ou teta singitu ko ba ke mulo baliaye. Jeunesse tara ya famia bala kata do sali kono. Inof ko mutara kaujim nunu ndemege. Nga tchao ko da ou ka. Hein? Grand que mami da bagolo ka. Très bien. Vive la jeunesse consciente. Bon, ça, c'est pas le gouvernement malien qui a dit aux gens, allez ici, vous faites ça. Non. Il ne faut même pas qu'en Occident, les gens tentent de mentir. Ça, là, c'est la réaction de la société civile malienne. C'est la réaction de la jeunesse malienne. C'est la réaction des étudiants du peuple malien contre le complot contre le Mali que la France et ses alliés occidentaux ont mis sur pied en Afrique. Bravo à la jeunesse malienne. C'est ce que nous devons faire. Et j'ai dit aux gens au Burkina, je dis bien à la jeunesse burkinabé, le Mali vous a montré comment il faut réagir avec les vendus, les traites de la nation. Je le dis aussi aux Sénégalais. Quand ces gens-là se présentent dans leurs conférences de presse, c'est minable, c'est inconscient. Quand ces gens-là se présentent dans leurs bêtises de conférences de presse, la jeunesse estudiantine, le peuple, les élèves, vous devez aller les affronter. Ce n'est pas aux politiciens de le faire. Ce n'est pas aux politiciens de le faire. Ça, c'est le rôle de la jeunesse africaine. Vraiment, bravo à la jeunesse malienne. C'est ce que nous voulons voir. Bon, on avance, hein, je vais vous faire voir quelques 2-3 petits trucs. J'avais pris la parole pour ça, pour dire aux gens, voilà comment nous devons réagir devant certaines situations. Bon, pour revenir un peu au cas de nos frères du Niger. Du secrétariat général de la résistance nationale congolaise, la RNC, qui est la coalition des organisations de la résistance regroupée en Front populaire pour la démocratie, l'indépendance et la souveraineté du Congo. Chers compatriotes congolais, il y a 62 ans, le premier ministre congolais Patrice Lumumba et ses deux compagnons d'élite, Maurice Polo, général de brigade et chef d'état-major de l'armée nationale congolaise,
et Joseph Okito, président du Sénat, étaient assassinés au Katanga. 40 ans plus tard, le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, était à son tour assassiné. Après Pierre Moulele, assassiné le 3 octobre 1968, d'autres compatriotes comme André Kissa Sungandu sont morts assassinés au combat pour l'indépendance réelle, la démocratie participative, le développement et l'unité du Congo. Ils sont morts en lutte contre le colonialisme, contre le néocolonialisme et contre l'impérialisme. Face à eux, ils ont trouvé le gouvernement américain, belge et la classe des oligarques congolais. Le 16 janvier et le 17 janvier sont deux dates célèbres et mémorables dans l'histoire de notre pays. Nous commémorons à ces deux dates la bravoure et le sacrifice suprême des vaillants fils et filles de notre peuple qui ont compris avant les autres qu'il faut que nous, Congolaises et Congolais, soyons totalement libres et indépendants. Patrice Emery Lumumba, et Laurent Désiré Kabila l'ont payé de leur vie avec tant d'autres compatriotes combattants de la liberté. C'est cela la signification du 17 janvier 1961 et du 16 janvier 2001. Tout est mis en œuvre par les ennemis du Congo pour tenter d'arrêter l'espoir d'un peuple, le peuple congolais qui se veut maître de son destin. Il faut que l'intégrité de notre territoire soit sauvegardée par tous les moyens contre la balkanisation qui est en cours de réalisation. Tel est l'essence de ces deux dates mémorables transmis dans le message du secrétariat général de la Résistance nationale congolaise. Vive la résistance nationale! Bon, voilà. Je crois que nous devons avoir tous une attention particulière, un regard particulier sur la situation au Congo. Comme je vous ai dit, le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. Nous ne pouvons pas permettre que le Congo soit balkanisé. Nous ne pouvons pas permettre de perdre le contrôle du Congo. J'ai dit à nos frères de l'Est du Congo, continuez votre lutte et continuez à nous tenir informés. Comme vous voyez, je lis tous les messages qui m'arrivent et j'essaie de répondre le plus rapidement possible à qui que ce soit. Chaque Africain doit être un informateur. Chaque Africain doit signaler tout ce qu'il voit de bizarre sur notre continent. C'est une guerre, je dis bien, c'est une guerre contre tous les peuples du monde. Et nous, Africains, nous devons jouer notre part dans ce combat-là. Dans une situation géopolitique internationale comme celle-ci, où nos bourreaux sont affaiblis par l'action, je dis bien par l'action de la Russie et ses alliés, nos bourreaux occidentaux aujourd'hui sont affaiblis. Nous devons profiter de cette situation, nous lier avec la Russie, avec l'Iran et avec beaucoup d'autres pays. J'ouvre la parenthèse sur la situation qui s'est passée à l'Union africaine. Je n'ai pas eu le temps de voir, de suivre la chose de près, mais j'ai eu dire que la délégation israélienne a été chassée et celles palestiniennes et européennes sont restées. Bon, j'ai pas bien compris. Il faut que je jette un coup d'œil là-dessus pour comprendre ce qui s'est passé effectivement. Seulement, la seule chose que je veux dire, et je vais être très clair là-dessus, nous, dans le problème israélien et palestinien, nous ne prenons pas position. Nous, Africains, notre rôle doit être de chercher à créer la paix entre les différents peuples du monde et non de prendre position pour un peuple contre un autre. L'histoire, le problème de la terre d'Israël, de la Palestine, c'est-à-dire de la Mésopotamie, c'est une histoire séculaire. Et c'est une histoire dont nous devons nous asseoir à tête froide pour voir comment trouver les solutions. J'ai dit toujours de ne pas confondre les élites et les peuples. Ce que le peuple israélien est en train de subir aujourd'hui de sa propre élite, celui qui le sait, celui qui sait ce que les Israéliens subissent de leur gouvernement, tu ne peux pas t'arrêter pour dire qu'il y a un complot juif. Parce que ça veut dire que ta connaissance est limitée, ça veut dire que tu es quelqu'un qui t'est fait manipuler par toutes les bêtises que nous voyons circuler sur la toile. Il y a une guerre entre une élite satanique, c'est-à-dire les adeptes de Gog et Magog, les compagnons de Baal qui ont infiltré toutes les grandes religions, l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme.
je répète, qui ont créé toutes les institutions que nous connaissons et toutes les sociétés initiatiques, les sociétés secrètes, les sociétés maçonniques, tout cet agglomérat sert au pouvoir pour gérer le pouvoir, c'est-à-dire pour contrôler l'humanité et pour porter en avant toujours le pouvoir de domination sur le reste de l'humanité. Vous devez comprendre que ce que nous sommes en train de subir en Afrique, ici en Occident, les peuples européens sont en train de subir la même chose. La guerre de l'Ukraine est l'exemple concret de ce que je suis en train de dire. Ce que la Russie a subi de ce pouvoir maléfique-là, celui qui suivait la politique internationale, celui qui sait ce qui se passe derrière le rideau, tu aurais compris que la Russie n'avait autre choix que d'agir. Et sachant qu'ils ont mis la Russie le dos au mur, que la Russie doit agir pour l'intégrité de son territoire, pour la protection de sa culture, pour la protection de sa spiritualité, pour la protection de ses communautés, la Russie était obligée d'agir. Et ces gens-là ont même menacé la Russie. Je dis bien, les déclarations du président américain sont là, n'importe qui peut aller les écouter. Avant même que la Russie ne passe à l'action, les menaces du gouvernement américain, que les menaces qui ont été claires, qui ont été des déclarations qui sont encore publiques, ils l'ont mis en acte. En attaquant les gazoducs russes. Aujourd'hui, un des plus grands journalistes au monde, un des journalistes les plus, qui a eu le prix Pulitzer, qui a eu plusieurs prix, un homme de plus de 85 ans, a sorti les preuves que l'Amérique est responsable de l'attaque des gazoducs russes. Donc ça veut dire que l'Amérique est un État terroriste. Et personne en Europe a osé poser la question aux Américains. Pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont complices. Ils le savaient tous que l'Amérique allait taper ces gazoducs Nord Stream. Mais en faisant ça, là, la chose paradoxale, c'est que beaucoup de sociétés européennes sont en association avec Gazprom. C'est-à-dire, ils participent à l'industrie russe. Toutes ces sociétés européennes-là sont en train de faire des pertes. Pendant ce temps, on fait transporter le gaz schiste américain, qui est plus sale, difficile à extraire, le prix triplé, le prix multiplié, et on l'envoie en Europe, on oblige les Occidentaux à l'acheter, ce qui fait grimper le prix de l'énergie. Donc, par conséquent, tout ce qui dépend de l'énergie est en train de grimper en Europe. Voilà ce qu'ils sont en train de faire à la société civile européenne. Détruire à petit feu, de façon programmée, l'économie européenne pour imposer les multinationales, pour imposer l'identité numérique, pour imposer la monnaie digitale, pratiquement pour transporter l'Europe dans un transhumanisme. Chez nous en Afrique, le système, il est autre. C'est la barbarie, la sauvagerie, avec ce qu'ils appellent Boko Haram, Azawad, tout ce que nous connaissons, toutes les souffrances que nos populations sont en train, toutes les attaques, tout vient de ces services secrets-là. Je vais vous donner la preuve en vous faisant écouter un peu ici. Un développement, évidemment, c'est une bonne justification quand même. Hein. Écoutez avec attention. Alors vous me direz, oui, mais peut-être que la partie amont a peut-être été très morale. C'est vrai, mais les autres font pareil. Alors vous me direz, c'est pas une excuse. Alors, ça c'est vrai. Mais le monde n'est pas un monde angélique. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Sur le moment, on se pose pas de questions, puis après, en y repensant, on se dit quand même, est-ce que c'était bien ou mal? Et puis on se dit, bon, quand même, c'était pour la France, comme on dit. On feint de croire que Jacques Foccart serait une sorte de franc-tireur, un électron libre. Rien n'est plus inexact. Aux mains du général, il est une arme. Foccart est l'instrument du général, lui. Le général de Gaulle n'a jamais aimé les services secrets et ces méthodes de gangster des services secrets. Alors, il fermait les yeux, là, et puis il avait un Deus ex machina qui était Foccart. Il faisait ça par personne interposée, mais il ne voulait pas le savoir. Il a toujours considéré ça comme absolument nécessaire. J'ai tendance à croire que pour lui, c'était un mal nécessaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'avait pas... pour lui, c'était un soldat traditionnel, si vous voulez. La guerre du renseignement, il faut reconnaître que c'est pas très traditionnel. Depuis l'appel du 18 juin 1940, un
le siècle s'est écoulé. Conçu pour lutter contre le nazisme, consolidé en Indochine, en Afrique noire et en Algérie, les services secrets français sont à la fois puissants, redoutés et très fragiles. Le milieu des années 60, c'est le pic de la guerre froide. Les services secrets français en font désormais leur priorité. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Bon. C'est Chirac lui-même. C'est pas moi qui parle, c'est Chirac qui parle. Et vu ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, vu la situation confuse du Niger, écoutons ici la déclaration. L'exécutif national du M62, très préoccupé par la morosité économique et la situation sociopolitique et sécuritaire catastrophique menaçant d'effondrement imminent l'État du Niger, décide de rendre publique la déclaration dont la teneur suit. Le M62 constate avec amertume l'exacerbation des problèmes sécuritaires au Niger, notamment dans les régions de Tillabéri, Difa, Tawa et Maradi, a entraîné des milliers de morts civiles et militaires, les prises d'otages, les viols, la fermeture des écoles, les enlèvements de bétail, le prélèvement forcé des zakat, les contrôles routiers irréguliers, ainsi que la spoliation de biens de paisibles citoyens, la suspension des marchés, des milliers de déplacés et réfugiés sans assistance adéquate. Ces conséquences douloureuses pour notre pays et son peuple découlent entre autres de la coopération militaire inutile, voire nuisible avec la France, des détournements gigantesques des fonds alloués à la gestion de la sécurité, du manque d'esprit patriotique et de la souveraineté au plus haut sommet de l'État, ainsi que chez beaucoup de citoyennes et citoyens nigériens. Je m'arrête là. J'arrête là. Je crois que nous avons écouté l'essentiel de ce qu'il a dit en ce qui concerne la situation sécuritaire au Niger. Mais c'est la même situation que nous vivons au Mali. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée de ce gouvernement, le Mali, petit à petit, est en train de reprendre son intégrité territoriale. Comme je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, l'objectif, je dis bien, l'objectif principal du colonel Koïta, je te le dis ici en face de toute l'Afrique, je sais que toi-même tu m'écoutes aussi, il faut reprendre Kidal à n'importe quel prix, quel que soit le prix que nous devons payer en sang humain. Et nous devons tout faire pour éviter le plus possible que le sang soit versé. Mais il faut reprendre Kidal. Et je t'en prie, colonel Koïta. Je vois le frère Sékou Tounkara presque tous les jours te répéter la même chose. Comme je vous ai dit, j'évite de rentrer dans les discussions internes de chaque enclos colonial, entre les différents activistes de chaque enclos colonial. Mais quand il y a la vérité à dire, moi je ne peux pas me taire et regarder. Il faut chasser l'amunissement du Mali. Mais regarde tout ce qu'ils sont en train de te faire. Regarde toi-même, vous-même Maliens, regardez quel est le rôle de l'amunissement au Mali aujourd'hui. Quel est son rôle? Il y a quelqu'un en Afrique aujourd'hui qui ne sait pas que l'Azawad est un plan créé et conçu par les Occidentaux. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas en Afrique.
Il n'y en a pas. Nous le savons tous. Et pourtant, nous continuons de faire semblant. Écoutons ici un peu un jeune frère, une vidéo qu'on m'envoie que j'ai trouvé très intéressant et que j'aimerais partager avec tout le monde. Je vais vous faire écouter 2 minutes de son intervention qui donne vraiment à réfléchir. Bonjour. Avant qu'on me disait que les Noirs étaient compliqués, parfois je ne croyais pas. Vous savez, je m'adresse au petit là qui m'envoie souvent les menaces. Mon cher petit frère, je ne sais pas si on a déjà appliqué la loi Julien sur toi. Peut-être quelqu'un te met ça par derrière et tout ça. Tu sais, il y a les gens dans ce pays qui souffrent. Hein? On n'a pas besoin de menaces. Parce que les menaces, ça c'était en 1993, 2005 et 1998. Là maintenant les menaces, ça ne fait plus rien du tout. Parce qu'on est déjà mort, là où tu nous vois là, nous on est déjà considérés comme morts. On a des problèmes qui dépassent même les menaces. Donc c'est pas la peine de nous menacer. Vos histoires des Noirs là, vous n'aimez pas changer. C'est toujours pareil. Je dis même, le Noir c'est quelqu'un qui refuse même son propre bien. Je n'ai jamais. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils ont subi la maltraitance de l'autre côté, juste à présent, quand les gars ils célèbrent l'anniversaire de la Shoah là, il faut voir comment les Juifs sont concentrés. Ils arrivent même à transmettre l'émotion aux nouvelles générations. Va voir les Noirs quand ils parlent de la traite, des 400 ans de misère. C'est autour d'un pot de vin. Ils ont même le sourire. Comme si c'était quelque chose à blague. Les frères ont souffert comme ça pendant 400 ans. Pour eux, ça, c'est comme une blague. C'est la mentalité des Noirs. Nous, tout pour nous, on prend ça pour une blague. Voilà pourquoi, 40 ans après les indépendances, 50 ans après les indépendances, nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le Noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall. Tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez même pas... Bon, je ne vais pas finir parce que c'est un peu long, je ne vous prends pas trop de temps. C'est une petite réflexion faite par un de nos frères et je crois que ça doit nous donner à réfléchir nous tous. J'ai ici sur mon téléphone des images qui me sont arrivées du Maroc. Je ne sais pas la date exactement, personne n'arrive à me donner des informations claires. C'est vraiment une barbarie qui a été subie par un de nos frères, par la police à l'aéroport, dans un aéroport au Maroc. Donc ici, je demande publiquement au gouvernement marocain d'ouvrir une enquête pour savoir exactement ce qui se passe. Et si le gouvernement marocain ne fera rien par rapport à ça, nous du monde panafricain, nous allons prendre des décisions. Je m'arrête là. Je répète, que le gouvernement marocain fasse des enquêtes. Nous voulons savoir pourquoi cet Africain a été brutalisé. D'ailleurs, je ne fais pas voir l'image pour ne pas faire bloquer la vidéo. Et je dis au gouvernement marocain d'ouvrir une enquête et d'expliquer à tous les Noirs d'Afrique ce qui s'est passé au Maroc. Pourquoi un de nos frères a été maltraité à ce point. Bon, après avoir fait le tour de la situation, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous dire les mêmes choses que je vous ai toujours répétées. Malgré les efforts de nos gouvernements, et aujourd'hui, nous sommes encore en minorance. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, nous avons le Mali et le Burkina qui sont en train de faire un effort pour libérer leur peuple. En Afrique centrale, nous avons la RCA qui tente de lutter à sa façon pour essayer de libérer le peuple. Mais tous les autres pays du franc CFA, là, ils sont tous sous le contrôle de la France. Ils sont tous sous le contrôle de la France. Moi, quand on m'a dit
car à l'Union africaine, ils ont chassé le représentant israélien. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Pendant qu'ils ont permis à ceux Palestiniens, Européens d'assister à cette réunion. D'abord, j'ai dit, à une réunion de l'Union africaine, nous, en ce moment, je vois même pas pourquoi on doit inviter quelqu'un. Et si on doit inviter quelqu'un, même c'est la Russie. Mais vu que l'Union africaine n'existe pas, ce n'est rien d'autre qu'une succursale de l'Union européenne, si Israël a été chassé de la salle, ça veut dire que c'est l'Union européenne qui a demandé qu'on chasse Israël de la salle. Pour quelle raison? Allez poser la question à l'Union européenne. C'est pas aux nègres des salons de l'Union africaine qui ne comptent rien, qui ne sont que des mendiants, qui vivent dans la mendicité, les miettes que les Occidentaux leur envoient. Voilà à quoi sert l'Union africaine et rien d'autre. De la CEDEAO, je ne veux même plus perdre mon temps à parler. J'ai dit, la CEDEAO est une organisation qui doit mourir. Et il n'y a que le peuple qui peut le faire mourir. Je vais vous faire lire ici un message qui m'est arrivé d'un frère ivoirien. Bonjour grand frère, que je salue au passage, un frère de Milan. Ne pourrais-tu pas faire une interview avec le professeur Ogbou pour rappeler aux leaders africains qu'ils peuvent battre leur monnaie? Tous les pays hésitants aujourd'hui, en ces temps propices des changements, ont fait leur demande d'adhésion aux BRIC, car ces temps-ci sont favorables. Vu l'Occident affaibli, il faut saisir les opportunités en lisant les temps. Bon début de semaine, Dieu te garde. Bon, merci frère Aimé, tu as raison, comme je t'ai répondu en privé, en ce moment je suis trop bousculé, donc mais c'est pas une mauvaise idée. Ce que je peux dire publiquement, j'ai dit que le gouvernement malien a besoin des compétences d'une personne comme Nicolas Ogbou. Et je ne sais pas si en privé ils sont en contact, ils sont en train de travailler, mais je crois que le gouvernement malien a besoin de ces compétences. Et beaucoup d'économistes africains aujourd'hui sont prêts à aider le Mali, le Burkina, s'ils décident de sortir de ce franc maudit, de ce franc nazi. Notre priorité, c'est ça, sortir du franc CFA. Parce qu'un pays, quand il y a un dirigeant digne, mais regardez la procédure du Mali. Regardez comment le Mali a bougé. Regardez comment le Burkina a bougé. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut un dirigeant digne qui dise à ces Occidentaux, surtout à la France dans notre précaré, ça suffit. Et tisser des alliances avec d'autres puissances qui peuvent nous permettre de nous armer et de combattre ces mercenaires, créer, financer, qui ont la logistique, le support des Français. À Kidal, les Français et les terroristes, ce qu'ils appellent Azawad, vivent ensemble. Moi, d'origine, je viens de cette zone-là aussi. Je vous ai dit, ma grand-mère maternelle est de Tombouctou. Et je ne peux pas me reconnaître en des fous, en des criminels, en des fanatiques. Manipulés, je dis bien, manipulés par des satanistes qui sont à la pointe de toutes les religions abrahamiques. Nous pouvons faire la liste. Nous pouvons faire la liste des faux coups que la France a fait en Afrique jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'elle est en train de faire sous nos yeux, en utilisant d'autres Africains pour tuer l'Afrique. Nous pouvons le faire. La vérité est sous nos yeux. La vérité est sous nos yeux. Les télévisions panafricaines font leur part. Et chaque jour, il y a de nouvelles télévisions, de nouvelles radios panafricaines qui naissent, qui décortiquent, qui analysent les situations, qui essaient d'expliquer à nos sociétés civiles. Je sais que certains même de mes interventions sont traduits en bambara, en différentes langues qui circulent en Afrique. Tout ça, c'est bon. C'est ce que nous avons fait pour arriver à ce niveau de prise de conscience. Mais vu l'entité du danger qui nous menace, vu la puissance des ennemis de l'Afrique, seulement les actions politiques faites. Mais regardez, le ministre des Affaires étrangères malien va aux Nations Unies, il fait des déclarations claires, il sort avec des notes claires. Mais ceux-là, ils font semblant de ne pas entendre. Ils vont créer des faux leaders, ils les envoient aux Nations Unies à parler à notre nom. Ils veulent mettre l'embargo, axifier économiquement le Mali et le Burkina. Qui est derrière ça? Qui contrôle la CEDEAO? Et c'est là maintenant que je dis qu'il est vraiment temps, il est temps que les élèves et étudiants
d'Afrique prennent leurs responsabilités. Les mouvements politiques, nous avons vu les déclarations de nos frères du Congo. Nous avons écouté les déclarations de nos frères du Niger. Je suis en contact permanent avec le Tchad et différentes personnes de la sphère politique, intellectuelle, culturelle africaine en privé. Et tout le monde est d'accord que ce n'est que dans un soulèvement populaire pacifique. Ceux qui vous disent qu'on ne peut pas, ils mentent. Les exemples dans la vie où des opprimés ont pu obtenir des droits, c'est simplement quand ils se sont levés de façon pacifique, ils ont été violentés, tués. Les leaders ont été tous tués. Nelson Mandela, j'ai dit Nelson Mandela, excusez le lapsus, Malcolm X, Martin Luther King, sans parler de nous, nos dirigeants africains. Donc, nous connaissons le mode d'opération de ces gens-là. Tailler la tête du serpent, ça veut dire les leaders, pour casser les mouvements. Il faut protéger nos leaders. Ça, c'est un. Mais de deux, pour faire entendre la voix de l'Afrique dans un système mensonger, dans un système machiavélique, dans un système criminel, barbare. Si je vous dis qu'aujourd'hui, les militaires occidentaux, les gouvernements, surtout les Américains, permettent à leurs militaires de donner la démission de leur poste de soldat. Ils donnent la démission de leur poste de soldat. Donc, ils ne sont plus soldats américains et ils vont comme mercenaires payés en Ukraine pour combattre pour l'Ukraine. C'est-à-dire, si on les arrête là-bas, l'Amérique va dire non, ce n'est pas nos soldats. Alors que c'est le Pentagone qui leur a permis de faire ça. Ceux qui vont rentrer vivants seront réintégrés dans l'armée. C'est-à-dire que les armées privées qu'ils ont en Occident ne suffisent plus. Mais comme ils ne peuvent pas directement rentrer dans cette guerre-là, voilà le stratagème. Les soldats américains donnent la démission et ils vont en Ukraine combattre. Et tous les armements qu'ils envoient à l'Ukraine, là, qui fait la formation? Ces Ukrainiens sont formés sur les territoires de l'OTAN. Vous voyez la schizophrénie européenne. Les gouvernements européens, après 3 ans de terreur qu'ils ont sémé sur leur peuple, aujourd'hui, ils sont en train de les terroriser sur le plan climatique, d'une part, et sur cette guerre créée, je dis bien créée à table. Mais il faut lire les travaux de Brzezinski pour comprendre ce qui est en train de se passer en Ukraine. Celui qui ne connaît pas les travaux de Brzezinski, tu ne peux pas comprendre la forma mentis de la politique de domination impérialiste américaine. Il ne s'agit pas ici d'être pro-russe ou pro-je ne sais quoi. Nous, on est pro-personne, on est pro-africain, mais on lit le monde dans sa réalité. Regardez notre coopération avec la Russie des années 60 jusqu'à aujourd'hui et regardez notre coopération avec la France et l'Occident des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui nous tiennent sous perfusion économique, des gens qui nous prêtent de l'argent à des taux usuriers et l'argent qui ne nous permettent même pas d'utiliser, c'est-à-dire cet argent, c'est eux qui décident comment nous devons les utiliser. Donc l'argent revient à leur multinationale, nous les dettes restent sur nous, les dettes ne font que s'augmenter. De temps en temps, ils annulent un peu d'intérêt sur une dette, c'est-à-dire on nous prête notre propre argent. Quand les dettes montent, juste quand ils voient qu'ils ne peuvent plus, eux-mêmes ils ont un peu honte, ils enlèvent un peu sur les intérêts. Là. Voilà dans quoi nous sommes. Tout le reste, c'est des discours bidons. Et je suis en train d'assister les activistes, les intellectuels, les résistants français lutter pour redonner dignité au peuple français, à la République française, parce qu'ils voient aujourd'hui que la France est sous la domination du nouvel ordre mondial, de ces satanistes qui gouvernent le monde là. Je suis d'accord avec eux qu'ils luttent pour leur terre, qu'ils luttent pour l'intégrité de la France. Mais qu'ils se rappellent que la même France est en train de faire la même chose à des centaines de milliers de personnes, à des milliers de kilomètres de la France, depuis des siècles. Et je veux entendre les intellectuels français. Je ne ferai pas de nom ici, parce que je vous connais tous, je peux vous citer tous un par un.
Qu'est-ce que vous dites de la politique française en Afrique? Qu'est-ce que vous dites de la politique de l'Union européenne en Afrique? Et qu'est-ce que vous dites de la violence américaine, cette guerre par procuration que l'Amérique est en train de faire au peuple ukrainien, peuple frère des Russes, pour sa domination, pour sa suprématie sur le monde, pour la suprématie du dollar, une fausse monnaie. Et ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, ils pensent que ces gens-là font ça pour l'argent. Ils ne font pas ça pour l'argent. Ça, c'est un projet eschatologique. Cette guerre-là, avant tout, elle est spirituelle parce qu'ils ont déjà le monopole de la création de la monnaie. Le dollar, si vous savez, vous avez une petite idée de combien de faux dollars circulent dans le monde. Mais aujourd'hui, avec cette économie avec ce système parallèle que la Russie et certains de leurs alliés sont en train de mettre sur pied, avec cette Europe qui se trouve en plein désarroi, qui est en train de transporter sa société civile vers un transhumanisme satanique. Nous, Africains, on est assis là, on les regarde. Au maximum, nous analysons, parce que c'est ce que tout le monde fait. Maintenant, quand je vais sur la toile, je regarde, bon, c'est toutes des nouvelles figures, la plupart, je ne les connais pas. Mais il suffit que tu écoutes un, c'est comme si tu écoutais tout le monde. Donc, ça veut dire que l'analyse, là, c'est la même analyse que toute l'Afrique fait. Ça suffit avec les analyses. Il faut lancer des actions. Il faut que le peuple se lève. Nos gouvernements seuls ne peuvent pas contre ces gens-là. La complexité de ce système, la complexité de la structure du système fait qu'il n'y a que la voix d'un peuple. Quand nous nous levons par millions, par centaines de millions en Afrique, l'opinion publique de toute l'humanité va se retourner sur l'Afrique. Et beaucoup de tabous, beaucoup de choses de qui les gens n'osaient pas parler, vont commencer à sortir dehors. Le système sera obligé de changer. C'est la solution que nous avons pour faire verser moins de sang. C'est la solution que nous avons pour faire mourir moins de nos soldats. Et je vous dis, un acte terroriste posé par l'Amérique contre la Russie. L'Union européenne est silencieuse. Personne ne dit rien à part la Chine qui a demandé une enquête internationale. Le Mali envoie les preuves aux Nations Unies que la France finance, protège les terroristes, que c'est un projet français créé l'Azawad pour balkaniser le Mali. Tout est bloqué. Vous savez pourquoi ils arrivent à bloquer? Parce que le peuple africain ne s'élève pas. Le peuple africain ne s'élève pas. Je répète, élèves et étudiants, les associations des étudiants des universités africaines, vous avez les capacités. Vous avez les capacités aujourd'hui de vous parler entre vous, à l'intérieur de chaque enclos colonial, mettant de côté nos différences ethniques, religieuses, spirituelles, pour sauver l'Afrique. À l'intérieur de chaque enclos colonial et après, entre les différents secrétaires des mouvements des étudiants dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il faut que vous commencez à communiquer et ensemble essayer de créer une synergie. Parce que si les étudiants prennent la chose en main, avec nos femmes à côté, la plupart des grandes révolutions ont pu fonctionner quand les femmes se sont jetées dedans. Moi, je vois dans les statistiques, il y a peu de femmes africaines qui s'intéressent à la chose. Beaucoup de jeunes filles, mais les femmes de mon âge, d'un certain âge mature, tellement préoccupées par la famille, par les enfants, pour envoyer la nourriture, elles n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça. C'est une erreur. C'est une erreur parce que la situation pour nous va aller de pire en pire. Donc, le sacrifice qu'il faut pour une journée, quand on demande de sortir, il faut que tout le monde s'élève. C'est un sacrifice collectif. J'ai dit, c'est la seule façon pour nous d'éviter de faire verser beaucoup de sang. Je m'arrête ce matin en disant bravo à la jeunesse malienne. Partout, les gens vont se présenter pour vous parler de ces bêtises, coalitions de partis politiques, intellectuels, minables, vendus, nègres de salon. Il faut que la jeunesse réagisse. C'est le peuple qui réagit. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. Et vous n'avez même pas besoin de les violenter. Il faut aller et contrebattre. Allez leur répéter ce que je suis en train de vous dire. Ils ne pourront rien vous dire parce que on ne peut, dans cette discussion-là, tout ce que quelqu'un peut faire devant nous, c'est nous insulter.
Mais il ne peut pas dire que ce que nous disons est faux. Il ne peut pas dire. Personne ne peut dire que ce que nous disons n'est pas vrai. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous insulter, empêcher le débat. Parce que si nous rentrons dans la réflexion, la France, normalement, la France doit être condamnée pour crime contre l'humanité à perpétuité. L'Europe doit être condamnée pour crime contre l'humanité à perpétuité. Le pouvoir anglo-saxon, toutes les guerres qu'ils ont faites dans le monde après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, ce n'était que des guerres de domination, de prédation. Tout le monde le sait. Je vais vous faire écouter pour finir un petit hommage à Kadhafi. Après ça, je vais vous laisser tranquille parce que vraiment, il faut que de temps en temps, nous faisons un peu de rappel de mémoire, non? Écoutez ici ce que Kadhafi était pour son peuple et ce que Kadhafi a cherché à faire pour nous. Gratuite pour tous les ménages libyens. Je vous demande de vérifier tout ce que je vais vous vérifier. Électricité et eau gratuite pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence, le litre à 0,55 €, c'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 € le litre pour tout le monde. Ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1500 $ de bourse chaque mois. Vous n'avez jamais eu... Je vous dis, en Libye, au temps de Kadhafi, en dehors des bourses, tout Libyen avait le droit, je dis bien, c'était un droit en Libye à avoir une demeure. Tout Libyen avait droit à une maison. Tout Libyen qui est au chômage est pris en compte par l'État libyen jusqu'à ce qu'il trouve du travail. Voilà ce que Kadhafi était pour la Libye. Et regardez ce que la Libye est devenue aujourd'hui. Ça doit nous servir de leçon. Et Kadhafi s'est sacrifié pour nous. Parce que quand il a décidé de créer un système monétaire africain, une banque de développement africaine, un fonds monétaire africain, quand le projet a commencé à se mettre sur pied, ils n'ont même pas caché. Ils ont attaqué la Libye, détruit la Libye, massacré Kadhafi, exposé son corps, vandalisé son corps. Et ces mêmes terroristes qui ont fait ça sur la Libye, ce sont ceux-là qui sont dans le Sahara aujourd'hui. Pendant que nos gouvernements dignes, partout où nos gouvernements, j'ai dit en Guinée-Bissau, faites tout pour faire tomber ce minable-là. Les militaires en Guinée-Bissau, prenez vos responsabilités. Au risque de votre vie, mais faites-le tomber. Au Niger, il n'y a qu'une solution. Si le peuple, parce que le Niger est devenu une base militaire américaine, si le peuple s'élève par millions au Niger, ils ne pourront pas tuer tous les Nigérians. Ce n'est pas possible. Et ça doit être guidé, piloté par les étudiants et les associations au Niger. Il faut que les élèves et étudiants, surtout les mouvements d'étudiants en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, commencent à prendre leurs responsabilités. Devant toute révolution, il faut toujours des éminences grises. Et les étudiants sont ceux qui ont les connaissances pour pouvoir guider un peuple, qui ont les stratégies. C'est-à-dire, vous êtes les futurs dirigeants de l'Afrique. Vous ne pouvez pas vous asseoir et regarder les gens voler votre futur. Parce que sinon, quand vous sortez de l'université, pour les chercheurs, ils sont obligés de venir en Europe. C'est-à-dire, toutes leurs connaissances, tout le sacrifice que l'État colonial a fait pour te faire étudier ta famille, tout ça, tu te retrouves en immigration, comme des millions comme nous sommes ici en immigration. Tu ne peux pas rester chez toi. Le reste, là, vous êtes au chômage. L'Afrique a les plus jeunes, je dis bien retraités du monde. Parce que quand tu sors de l'université ou d'une école, tu es assis à la maison jusqu'à ta mort. Sinon, tu vas prendre la route de l'immigration. Voilà notre vraie condition. Et j'ai dit aux Burkinabés, à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse du Niger, partout en Afrique, vous avez vu la réaction de la jeunesse malienne quand des vendus sont allés s'asseoir pour dire que non, la coalition de la démocratie, des droits humains, du n'importe quoi. Les jeunes sont allés les corriger.
ce 20 février-là, on va voir qui dit qu'il est garçon au Mali, qui va se lever pour sortir contre le colonel Koïta. On attend, on va voir qui aura ce courage-là. Qui aura le courage de dire qu'il va sortir contre le peuple malien. Ce n'est pas contre le colonel Koïta, contre le peuple malien. On assis, on attend, on va regarder ce que vous êtes capable de faire. Bon, je m'arrête là, comme je vous ai dit. J'ai voulu intervenir parce que vraiment ça m'a fait plaisir. On a fait un peu le tour de la situation. Il faut que nos frères du Congo continuent à maintenir la mobilisation. Je demande à toute l'Afrique d'avoir un œil de regard pour le Congo, le Gabon, le Togo et surtout nos frères du Tchad et du Niger, qui en ce moment, c'est des points très, très, très sensibles. C'est des points très, très sensibles. Donc, quand nous faisons tout ça, je me répète encore, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est un soulèvement populaire. Imaginez-vous toutes les télévisions mainstream mensongères d'Occident voient 10 millions au Niger, au Mali, au Burkina, c'est-à-dire 100, 150 millions de Noirs dans différents pays d'Afrique qui sont dans une manifestation commune avec les mêmes revendications. Le jeu là est terminé. Ils ne pourront pas cacher. Aujourd'hui, la société civile occidentale sait tout ce qui se passe, mais elle ne sait pas quoi dire. Elle-même, elle est dépassée par ce qu'elle est en train de vivre. Et chacun au fond de lui se dit c'est le problème des Africains, c'est eux qui doivent le résoudre. C'est la vérité, c'est nous qui devons résoudre notre problème. Bon début de semaine à tout le monde et je vous en prie, étudiants, mouvement panafricain, je vous en prie, je vous en supplie. Réfléchissez sur ça et commencez à penser à comment construire une union pour que nous puissions définitivement nous débarrasser de ces criminels. Bonne journée à tout le monde.